Salut, ça va vous? Bonne année 2026. Je vous souhaite bien évidemment tout le meilleur dans tous les sujets possibles. Le personnel, le professionnel, la santé. Bien évidemment, tous les meilleurs bouquins que vous pouvez lire en 2026. C'est ce que je me souhaite aussi, d'ailleurs. Mais également, je me souhaite d'enfin réussir à rattraper ce retard qui me suit depuis 2 ans et plus de 24 vidéos en fait, concrètement. Je me souhaite aussi de reprendre des formats courts. Il m'apparaît que c'est ce qui vit le mieux sur ma chaîne YouTube. C'est ce qui accumule le plus de vues. Je pense que les gens cherchent tout bonnement un auteur ou un titre et tombent plutôt sur les formats courts que sur les formats longs. Donc c'est une idée que je voudrais creuser, mais il en reste pas moins que je préfère ces vidéos longues où je prends plus le temps. Bon, sinon qu'est-ce que j'ai lu en septembre? Harry Potter 2 et Harry Potter 3, le retour de Denis Lehan accompagné de Kenzie et Gennaro, Maurice Druon et son Game of Thrones bien français, et enfin Emmanuel Carrère qui nous parle d'un zinzin russe. J'ai commencé le mois de septembre en lisant le 2e tome de la saga de notre enfance et notre préadolescence, Harry Potter et la Chambre des Secrets, auquel je joins le 3e tome, Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban, qui est bien défoncé déjà un peu, mais attendez de voir la coupe de feu, que j'ai lu un peu plus tard dans le mois, mais on va pas faire de focus sur ton sorcier préféré, déjà qu'on va en parler dans chaque vidéo pendant des mois, jusqu'à la fin des temps apparemment. Les 2 tomes sont publiés coup sur coup en 98 et 99, ce qui correspond bien au délire une année scolaire par année de publication. D'ailleurs, je profite pour parler rapidement de Jean-François Ménard. Jean-François Ménard, c'est le traducteur des Harry Potter, et je trouve qu'il a fait un boulot génial quant à l'adaptation d'une œuvre purement britannique pour un public français. Il y a des choix très judicieux, je trouve, dans ce qu'il a traduit et ce qu'il n'a pas traduit, au niveau des noms en particulier. C'était vraiment une référence de la traduction parce que les enseignants nous parlaient souvent de ça, de cette traduction, et à juste titre, je trouve. Dans ces 2 tomes, Harry continue de grandir et de mûrir. Ça sent dans le récit et dans la narration qu'il s'assombrisse. C'est toujours trop bien, c'est un vrai plaisir de revenir à Poudlard, même si concrètement j'y suis parti il y a 2 semaines. On voudrait rester plus longtemps, 360 pages, c'est vraiment plutôt court pour ce second tome. Le mystère autour de la Chambre des Secrets, c'est vraiment cool aussi. La recherche de l'héritier de Salazar Serpentard, c'est prenant, même quand on sait qui c'est. C'est marrant de voir les petits indices qui sont disséminés tout au long du récit. La mythologie du monde des sorciers s'étend. On en apprend plus sur la jeunesse de Voldemort. Bon, c'est trop bien, c'est trop bien. Aussi, on pose les bases de ce qui viendra ensuite, les Horcruxes, le lien magique entre Harry et Voldemort, et avec ses parents, voilà tout ça. Par contre, Dobby, je suis désolé, mais Dobby, je trouve que c'est un personnage dans ce second tome qui est très compliqué à apprécier, et dans les films aussi, on va pas se mentir, même si les films le rendent plus mignon. Et le combat contre le souvenir de Tom Jedusor à la fin, Tom Jedusor et le Basilic, ça me donnait l'impression d'être un peu précipité, mais toujours en comparaison du film qui prend vraiment le temps pour cette séquence finale. Pour le Prisonnier d'Azkaban, c'est toujours top. Je m'amuse beaucoup, surtout parce que ça devient un peu plus sombre. On met plus en place les tenants et aboutissants du retour de Voldemort. On étoffe encore plus le panel de personnages intéressants, surtout dans le 3e tome, c'est Lupin et Sirius Black en particulier. Il est plus long que le 2e tome, et c'est bien parce que du coup on passe plus de temps à Poudlard, on est plus investi dans les cours, dans les évaluations, mais bon, c'est toujours trop peu, je trouve. Mention spéciale aux interventions des personnages secondaires, voire tertiaires, genre Dean Thomas et Seamus Finnegan. C'est toujours trop cool et ça rajoute vraiment une profondeur à cet univers de Poudlard. Par contre, je doute vraiment de l'ambition d'avoir voulu mettre du voyage dans le temps dans cette histoire. Je trouve que traiter de cette manière, c'est rarement une bonne idée. Ça crée pas mal d'incohérences, pas mal de paradoxe, c'est vraiment dommage. Et le voyage dans le temps, il reviendra plus jamais dans les tomes suivants, à part vite fait dans le tome 5, comme tout petit élément de combat. Ensuite, j'ai lu Prière pour la pluie. Prière pour la pluie, c'est un roman de Denis Lehan. C'est le 5e et avant-dernier tome d'une saga que j'adore, qui s'appelle Kenzie et Gennaro. C'est une saga qui est basée sur un couple de détectives privés à Boston. Le roman est publié en 2004 par Payot et Rivage. Et on va faire un petit récapitulatif de cette saga policière, parce qu'elle vaut vraiment le coup et je vous la conseille très fortement. Tout comme toute l'œuvre de Denis Lehan, c'est vraiment trop cool ce qu'il écrit. On commence avec Un dernier verre avant la guerre qui est publié en 1999 et qui est une première introduction réussie pour ces 2 détectives que j'ai apprécié directement. Le 2e, c'est Ténèbres, prenez-moi la main, publié en 2000. C'est un de mes coups de cœur de lecture 2023 et un de mes romans favoris, toujours compris. On poursuit avec Sacré, publié en 2001, bien plus doux après les événements très intenses du tome précédent. Puis enfin le génial Gone Baby Gone, qui est publié en 2003, qui est très connu pour son adaptation par Ben Affleck, avec Casey Affleck en rôle principal, qu'on
qu'on retrouve sur le bouquin. Tellement intense et complexe que dans ce qu'il racontait que j'avais dû faire une pause dans la saga. Et alors, il se passe quoi dans Prière pour la pluie? Les événements du tome précédent, donc Gone Baby Gone, ont été traumatisants pour les deux personnages principaux, Kenzie et Gennaro. Nos deux détectives ont dû faire des choix très complexes, des choix si difficiles qu'ils ont dû se séparer, tant personnellement que professionnellement. Gennaro, elle est partie travailler pour un grand cabinet de détectives, tandis que Kenzie, il a gardé la petite affaire qui galère. Et un jour, il y a une cliente du nom de Karen Nichols qui vient voir Kenzie. Elle est harcelée par un homme mystérieux et elle demande à Kenzie du coup de régler l'affaire. Ce qu'il va faire rapidement en tabassant l'harceleur, tout bonnement. Il va le déboîter, mais quelques mois plus tard, il va apprendre le suicide de Karen Nichols et il va rouvrir l'enquête pour essayer de trouver ce qu'il a pu manquer dans l'enquête précédente et se confronter à l'un de ses pires adversaires. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Prière pour la pluie? Et ce 5e volet des aventures de Kenzie et Gennaro est génial, comme toute la série. Denis Lehane, il alterne très bien entre les tomes plus doux après des romans très intenses et extrêmement violents. C'était le cas de Gone Baby Gone. Et ce 5e tome, il est doux, il est beaucoup plus doux. Même si bon, ça reste intense, on n'est pas dans la rigolade non plus. Les deux personnages principaux, ils sont réussis, c'est vraiment la grande réussite de cette saga au-delà des enquêtes. La relation entre les deux, elle est passionnante à suivre. Et l'enquête en elle-même, parce que c'est quand même le cœur des romans policiers, des romans détectives, elle est charmée. Elle est bien menée, elle est engageante, les rebondissements sont nombreux, l'antagoniste est vraiment réussi. Denis Lehane, il a une vraie capacité à écrire des personnages dont l'intelligence est crédible. On y croit au fait qu'ils sont intelligents, c'est tout. Et c'est très important dans ce genre de récit, et c'est souvent un peu raté. Il y a beaucoup de personnages qui vont faire des actions débiles alors qu'on les décrit comme intelligents. Bref. Encore une fois, Denis Lehane, il confirme bien qu'il est l'un des meilleurs auteurs d'histoires de détectives en activité, et de loin. On est tout de même triste que la série finisse au prochain tome. Ensuite, j'ai lu La Reine étranglée de Maurice Druon. C'est le 2e tome d'une saga qui s'intitule Les Rois Maudits. La Reine étranglée, c'est publié en 1955 par la maison d'édition Del Duca. Mais alors apparemment, Del Duca, c'est juste un bug, c'est un mec nommé Sino Del Duca. Bref, cette saga, elle porte sur l'histoire de France, entre 1314 et 1356, sous les règnes de Philippe le Bel, puis de Jean le Bon. Et je suppose qu'à un moment, on va explorer la guerre de 100 ans, parce que ça débute en 1337. Selon Wikipédia, j'y connais rien. La série débute avec la malédiction du dernier grand maître des Templiers, qui s'appelle Jacques de Molay, qui, alors qu'il est en train de brûler au bûcher, il va condamner la couronne de France à des années de malheur. On m'a maintes fois conseillé la série, j'avais lu le premier tome il y a 2 ans et demi, j'avais vraiment bien aimé. Je m'y retrouvais bien parmi des personnages profonds, malgré le fait que ce soit une période de l'histoire que je ne maîtrise pas du tout, j'y connais rien. Mais pour mesurer la portée du truc, c'est là que George R.R. Martin a trouvé la principale inspiration pour Game of Thrones. Et alors qu'est-ce qu'on aborde dans ce second tome des Rois Maudits? Spoiler, mais enfin pas trop, parce que c'est l'histoire de ton pays en fait. Le roi Philippe le Bel est décédé, et c'est son fils Louis X qui prend la couronne. Sauf que c'est un roi qui est très faible et très influençable. Et en plus, il s'avère que sa femme, elle est enfermée pour adultère, et que pour vraiment asseoir sa position de roi, il faut à tout prix avoir une reine à ses côtés. Alors il essaie de convaincre Marguerite de Bourgogne d'accepter la fin du mariage, ce qu'elle refuse bien évidemment, parce que pour elle ça veut dire quitter une situation de pouvoir, même si elle est enfermée. Donc elle espère, elle, sur le pardon de son mari. Pendant ce temps-là, à la cour du roi, les anciens alliés du précédent roi, Philippe le Bel, luttent pour garder le pouvoir face aux parvenus installés par le nouveau roi Philippe X. Louis X face aux parvenus installés par le nouveau roi Louis X. Rivalité intestine ravage la France. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de La Reine étranglée? Alors déjà, est-ce que c'est pas turbo spoil le titre? Je sais pas. Alors j'avais bien aimé le premier tome, comme je vous disais, malgré mon manque de connaissances de cette période historique et 1 million de personnages qui y interviennent, mais ce 2e tome ne m'a malheureusement pas convaincu. Là je trouve que ça tombe un peu à côté, les personnages sont majoritairement ou désagréables ou inintéressants, on se perd vraiment entre tout le monde là, il y a vraiment trop de monde, alors que vraiment j'avais le sentiment que malgré le nombre de personnages, c'était pas le cas du premier tome, on s'y retrouvait assez facilement. Je lisais tout avec un peu une forme de désintérêt, alors qu'en vrai je suis friand de ce type de livre, et puis c'est l'histoire de la France quand même, tu vois, c'est intéressant. Mais vas-y, je m'ennuie en fait, je m'ennuie. Je vais tout de même poursuivre, c'était peut-être juste un coup de mou de mon côté, et puis ça m'emmerde de pas autant apprécier parce que c'est vraiment une série qui est généralement très appréciée, et vas-y, j'ai envie de faire partie de l'équipe quoi. Et enfin, j'ai conclu mon mois de septembre par Limonov d'Emmanuel Carrère, qui est publié en 2011 aux éditions POL. Là, c'est évidemment la version poche de Folio. Le bouquin est récompensé du prix Renaudot 2011. Prix Renaudot, c'est un des prix littéraires français les plus importants, qui a été créé pour attendre le prix Goncourt. Voilà, j'aime beaucoup le travail d'Emmanuel Carrère, que j'ai lu pour la première fois pour un mémoire de recherche sur Philippe Cadic. Emmanuel Carrère, il a fait une biographie romancée de l'auteur de science-fiction intitulée Je suis vivant et vous êtes mort.
biographie qui a été publiée en 93, et le truc était vraiment génial, et j'en garde un souvenir fort au-delà de mon mémoire et de ce que j'ai pu en tirer. C'était vraiment une lecture trop cool. J'avais pas pu explorer le travail d'Emmanuel Carrère jusqu'à ce que je pioche l'exceptionnel La Moustache dans ma bibliothèque de proximité. La Moustache, c'est un récit effrayant et absurde sur un gars qui, pour faire une surprise à sa femme et à ses amis, se rase la moustache qu'il a soi-disant toujours eu. Sauf que, tant sa femme que ses amis lui certifient que jamais il a eu de moustache, que toujours il a eu les jouisses et tout, et du coup ça le plonge dans un monde de folie et de paranoïa, où il se méfie de tout le monde et tout, c'est trop bien. Je ne peux que vous conseiller ce bouquin. Et du coup j'avais hâte de lire Limonov, parce que déjà j'apprécie beaucoup le style d'Emmanuel Carrère, je suis très fan de sa narration, et la promesse du bouquin était bonne. Le bouquin a été récemment adapté au cinéma dans un film qui s'intitule Limonov la balade, réalisé par Kirill Serebrennikov, je crois, avec Ben Whishaw dans le rôle principal. Ben Whishaw qu'on avait déjà vu, entre autres, dans le rôle de Q dans les 3 derniers James Bond. Ce qui est marrant, c'est que c'est une adaptation du bouquin, ce film-là, et pas juste une biographie de la vie de Limonov. Voilà, ils ont adapté le bouquin. D'ailleurs, Emmanuel Carrère fait une petite apparition en tant que lui-même dans le film. C'est marrant. Et alors, de quoi ça parle Limonov? Limonov, c'est Emmanuel Carrère qui en parle le mieux. Alors, plutôt que de faire un résumé foireux du bouquin, voici ce que l'auteur en dit. Limonov n'est pas un personnage de fiction. Il existe, je le connais. Il a été voyou en Ukraine, idole de l'underground soviétique sous Brejnev, clochard, puis valet de chambre d'un milliardaire à Manhattan, écrivain branché à Paris, soldat perdu dans la guerre des Balkans, et maintenant dans l'immense bordel de l'après-communisme en Russie, vieux chef charismatique d'un parti de jeunes desperados. Lui-même se voit comme un héros, on peut le considérer comme un salaud. Je suspends pour ma part mon jugement. C'est une vie dangereuse, ambiguë, un vrai roman d'aventure. C'est aussi, je crois, une vie qui raconte quelque chose. Pas seulement sur lui, Limonov, pas seulement sur la Russie, mais sur notre histoire à tous depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, est-ce que j'ai aimé Limonov ou pas? J'aime beaucoup Emmanuel Carrère, et ça faisait un bout de temps que j'avais envie de lire Limonov, dont les prémices avaient l'air d'être alléchantes. Un personnage plus grand que la vie elle-même, un aventurier, un mort de faim. Mais en fait, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Emmanuel Carrère, il fait un bouquin sur un minable. Parce que c'est vraiment ce qu'est Limonov au fond de lui. C'est un vrai salaud qui se veut plus beau qu'il l'est. C'est un type qui veut être un héros, mais qui vise toujours à côté. C'est un opportuniste qui part faire la guerre, une guerre qui concerne pas, et qui veut tuer des hommes pour le frisson que ça procure. C'est un gars qui devient fasciste, encore une fois par opportunisme, jusqu'à ce que ça lui fasse un peu peur d'être méchant. Et pour moi, c'est un minable qui aurait dû être oublié dans les tréfonds de l'histoire, plutôt que mis en avant dans un roman. Emmanuel Carrère réserve son jugement pour 2 raisons, selon moi. Parce qu'il veut garder un point de vue factuel de journaliste, mais aussi parce que malgré lui, il aime bien Limonov. Mais moi, Limonov, je le connais pas personnellement. Et avec ce que nous en dit Emmanuel Carrère, je vais me permettre ce jugement. Et c'est que il convient pas nécessairement de faire des œuvres de culture, des œuvres littéraires sur tout le monde. Certaines personnalités sont abjectes, elles doivent être oubliées, et il n'y a pas vraiment de leçons à tirer de ces gens-là. C'est important de faire des récits où on apprend des choses sur des comportements. Là, il y a vraiment rien à apprendre en fait sur le bouquet. Mis à part ça, on a un superbe roman sur l'histoire de la Russie, et la plume d'Emmanuel Carrère est toujours aussi bonne. Mais ça sauve pas le projet à mes yeux, quoi. Voilà, c'était tout pour le mois de septembre. J'essaye toujours de poursuivre sur un bon rythme, on est sur la bonne voie. Comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, je sais pas, à vous abonner tant qu'on y est. Le mois prochain, ou moins si je trouve encore la motivation, on va discuter de quoi? On va discuter d'une gigantesque uchronie sur l'impact du colonialisme. On va discuter d'un spin-off de Game of Thrones dont l'adaptation HBO sort genre là maintenant. On va parler d'un roman vraiment pas ouf de la rentrée littéraire, de L'idiot du village, moi qui lis un bouquin de science-fiction en anglais alors que la traduction était disponible depuis belle lurette, et enfin Harry Potter et la coupe de feu. Alors à très vite, salut!